le savoir à construire. Maintenant que vous êtes remis de l'épisode précédent, enfonçons le clou. D'aucuns renverront cela à de la littérature ou de la philosophie, et auront raison. Mais en vrai, je n'ai ni le temps de les consoler, ni de les divertir. Le danger primordial, pour l'individu raisonnable moderne, nous dit Stengers, semble être celui d'être dupe, celui de se laisser prendre par les apparences. Démystifier les croyances et le réel est un sport épocal et a donné son lot d'études. Et s'il est vrai que les spécialistes se chamaillent, vous savez ce qui chez eux fait l'unanimité ? C'est que l'homme de la rue, le kidam, l'habitant des campagnes, se trompe. Je considère avoir assez mis en garde précédemment contre l'anti-intellectualisme, alors je vais prendre moins de gants. Alfred Whitehead dit à Emmanuel Kant « Mais jette-toi en l'air avec ton opposition sujet-objet et ta doctrine qui cloisonne la connaissance d'un côté et de l'autre, les sens. » Or, réhabiliter les sens, c'est réhabiliter des corps. La vérité moderne des savoirs est à revoir. Le problème est qu'on ne peut abuser indéfiniment de la confiance que le nombre a placée en l'expertise, ce savoir réservé. Plus encore, on ne fait pas impunément sentir que leurs raisons de s'indigner sont nulles et non avenues. Attention technocrates, avant-garde, politiciens ou même systèmes électoraux, le retour de bâton n'est qu'une question de temps. Alors c'est bien beau tout ça, mais comment activer un savoir qui aura de la pertinence et de l'importance ? Comment éviter le ridicule du mec entier ou du scientiste, revendiquant la légitimité du concret face à l'usurpation de l'abstrait ? La lutte. Et là encore, le risque. Comment faire du nous qui lutte, non ce qui est réuni par un savoir enfin véridique, mais ce qui se tisse et s'enchevêtre à mesure que les interdépendances entre raisons de résister se clarifient. Hériter de Whitehead serait alors réussir à penser toute connaissance comme analogique, sans nostalgie pour un au-delà, et à recentrer la question de la rationalité autour de la discussion de telle ou telle analogie, toujours en situation, de sa pertinence, de ce qu'elle rend remarquable, mais aussi de ce qu'elle néglige, de la manière dont elle engage un rapport ou autorise une indifférence. L'analogie est le fait de dire que la situation A est comme la situation B, en se gardant d'assigner que A est exactement B. Un exemple de la construction d'un savoir situationnel serait la méthode utilisée pour la Convention citoyenne pour le climat. Des personnes tirées au sort, entre guillemets, ignorantes, se réunissant et sollicitant des détenteurs de savoirs spécialisés. Il faut rompre avec la démarche pédagogique naturelle qui fait passer de l'ignorance à un savoir déjà balisé. Je vais mettre de côté la naïveté de croire qu'un gouvernement allait aimablement mettre en œuvre les mesures préconisées par leurs travaux. Le processus de composition fait émerger de nouvelles possibilités de dire et de sentir, alors que les seules paroles d'experts ne produisent et ne font valoir que des blocs séparés, impropres à générer de l'autonomie, du lien et du commun. Ce processus de composition transforme des raisons antagonistes en contrastes qui importent. Les mots se séparent de leur vocation à convoyer des intentions et des significations qui ambitionnent de s'imposer à tous et à toutes. Qui a dit universalisme ? En parlant d'universalisme, on remarquera que dans une société souscrivant au contrat racial, tirer au sort des personnes concernées par le climat est plus acceptable que de tirer au sort des personnes concernées par le racisme. Oui, je parle de l'accusation au communautarisme. L'apprentissage du débunkage et de l'esprit critique cartésien, afin de combattre le complotisme et le charlatanisme, ont du même coup répandu les schémas kantiens et l'arrogance des savoirs spécialisés. J'insiste pas, mais de l'idéalisme de Kant et de Descartes découle la pensée catégorielle, la croyance en l'objectivité et beaucoup d'autres travers. Cependant, si le fonctionnalisme ou l'énumération experte des prétendus biais cognitifs sont les seuls filets empêchant ses usagers d'aller encore plus bas, la tolérance de la diplomatie est de mise. Éloigner le dogme, et le dogme de la certitude, éloigne en même temps la déception et le sentiment de trahison, qui sont des cadeaux empoisonnés du romantisme de la lutte. La confusion est facile entre la joie surgissante de la lutte et le bonheur que ne manquent pas de procurer les victoires.
Or, ce sentiment de bonheur est fragile. Elle peut laisser la place au cynisme désenchanté si elle se sent trahie, si, comme c'est le cas aujourd'hui, les avis rendus restent sans conséquence, si les termes du problème posé aux citoyens étaient déjà de fait, déjà décidés en haut lieu. En effet, ce sentiment de bonheur qui se propage en estime de soi et des autres a pour symétrique inverse l'humiliation haineuse. Isabelle Stengers associe par exemple ce sentiment délétère au soutien sans faille dont Donald Trump bénéficie. Et je me risque à appeler ça du ressentiment. Le dogmatisme, et ici le dogme de la certitude indépendante du social et du reste, ouvre la voie à la déception et au ressentiment. Civiliser la modernité serait obtenir des spécialistes qu'ils apprennent à se situer, dirait Donna Haraway. Ou qu'ils apprennent à honorer la vérité du relatif, comme pourrait dire Gilles Deleuze, c'est-à-dire la vérité de savoir, qui sache se présenter comme relatif aux questions qu'ils ont pu effectivement poser. Merci pour vos dons. Toute l'équipe se joint à moi pour... T'es toujours tout seul, t'es grave. Abonnez-vous et soutenez-moi sur Ko-fi. T'as dit civilisé et modernité, j'ai vu. Patience, patience, pour le décolonial. Ou bien, pour savoir ce que dirait Enrique Dussel ou Valentin Yves Moudimbe, go lecture.